Merci de nous avoir rejoints. Peut-être vous pourriez vous rapprocher pour pas qu'on soit trop isolé devant, mais c'est pas grave. Alors, en fait, on a prévu cette rencontre dans le cadre des journées métiers pour faire le point, 10 ans après la mise en place de la combinaison des comptes, dont je salue un des auteurs qui est dans la salle, notre ami trésorier Lafargue, qui était trésorier à l'époque, avec Agnès, qui était déjà directrice générale. Donc il se trouve que la mise en œuvre de cette combinaison des comptes a été un moment important dans la vie de notre fédération, parce qu'elle a permis de bien comprendre le poids financier que représentait l'ensemble des activités du réseau. Alors c'est pas une manière très, c'est pas une, enfin si c'est une combinaison des comptes, c'est pas une, il y a un autre terme. C'est pas une consolidation, puisque la fédération n'est pas responsable financièrement de toutes les activités, mais ce qui était important, c'était que dans le cadre de l'organisation fédérale, nous puissions avoir une vision, il puisse y avoir une vision globale du poids financier des activités de la fédération. Ça fait 10 ans que cette combinaison des comptes est effectuée tous les ans par nos commissaires aux comptes qui sont là présents, en lien avec les commissaires aux comptes des associations qui envoient leurs comptes eux-mêmes consolidés avant leur assemblée générale et qui fait l'objet d'une compilation et d'un dossier qui est présenté au conseil d'administration chaque année. Et il nous est apparu important que d'utiliser les informations que nous révélait cette combinaison des comptes au bénéfice d'une bonne santé et d'une bonne dynamique de l'ensemble des associations du réseau. Donc au fil du temps, nous avons réfléchi et le conseil d'administration a élaboré une motion d'orientation, une résolution qui a été présentée à l'Assemblée générale du Havre pour donner l'impulsion, donner la possibilité à la fédération d'utiliser cette combinaison des comptes pour entrer en contact avec les associations qui, au fil du temps, présentaient des difficultés, soit de remontée de leurs comptes, parce que ça, c'est ce que vous nous dites, il y a quelquefois des retards ou des incompréhensions dans la manière de remonter les informations de la part de vos commissaires aux comptes. Donc peut-être une interrogation, un échange à avoir sur les liens et les compétences à exiger de vos commissaires aux comptes. Et puis surtout, il nous apparaît que année après année, il y a des associations qui présentent quelques difficultés qui peuvent être une alerte dont nous devons pouvoir parler librement avec le président, le trésorier, le responsable, le directeur général, le responsable financier ou comptable de l'association pour comprendre ensemble où se situent les difficultés et s'il y a besoin d'un accompagnement, d'une réflexion commune. Donc c'est ça l'objet de la motion qui a été votée à l'Assemblée générale du Havre et qui a conduit à ce que nous profitions de cette rencontre des journées métiers pour inviter les présidents, les trésoriers et les trésoriers, je l'ai dit déjà ? Non. Les présidents, les directeurs généraux, les trésoriers et les responsables des finances qui seraient présents pendant ces journées à venir travailler ensemble, ici, avec nous, pour la mise en œuvre concrète de cette motion qui a été votée à l'Assemblée générale du Havre. Alors, je peux vous dire qu'on est un petit peu déçus qu'il n'y ait pas plus de monde, parce que bon, tout le monde a reçu une lettre le 13 ou le 15 octobre. Là, c'est parti, mais enfin, c'était dans ces eaux-là. Je ne le vois plus parce que, voilà. Rappelant très précisément à chacun les enjeux de cette réunion. Et c'est une lettre qui vous a été envoyée, qui a été envoyée à tout le monde. Alors, à vous, merci d'avoir répondu à cette invitation. Mais enfin, c'est un peu dommage que les autres collègues n'aient pas jugé utile de venir travailler cette question avec nous, parce que la mise en œuvre, ça ne peut être qu'une mise en œuvre collective, ça ne peut pas être une mise en œuvre autoritaire qui vienne de la fédération d'une manière qui pourrait nous être reprochée, que vous pourriez considérer
à juste titre comme caporaliste, alors que ce n'est pas du tout l'objet ni les enjeux de cette démarche. C'est au contraire une démarche de solidarité, de partage des informations et d'alerte et de prévention, voire d'accompagnement en cas de besoin quand les signaux le présenteront. Donc, moi, j'étais là pour dire qu'il faut présenter, c'est important que ce soit la présidente qui le fasse. Moi, je suis présidente depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai communication de cette combinaison des comptes. Et au fil des temps, j'ai été alertée par un certain nombre de signaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est vrai que je me suis un petit peu engagée pour la rédaction de cette motion de l'Assemblée générale, de telle sorte que les informations qui sont contenues et révélées par cette combinaison des comptes ne restent pas lettre morte dans les mains de quelques-uns, les commissaires aux comptes fédéraux et le bureau, mais puissent être partagés avec l'ensemble du réseau pour avoir une démarche beaucoup plus responsable et collective sur la santé financière et les bonnes pratiques de gouvernance de nos associations. Donc pour ceux qui ne sont pas venus, tant pis, on recommencera, parce que je pense que c'est important qu'on puisse partager ensemble cette démarche, enfin cette réflexion et cette démarche de co-construction d'un outil d'alerte et de prévention de la bonne santé de nos associations. Donc maintenant, je ne sais pas comment vous avez prévu l'organisation. Donc voilà, tout va bien se passer. Je vais poser le micro, je vais m'asseoir et je vais écouter. Voilà. Merci Dominique, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en tout cas. Et, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais quand on a un objet comme ça, quand j'ai un objet comme ça devant moi, notamment quand je viens d'une association qui n'est pas très très grande, je viens du Nord, les PEP 59, j'essaie d'appliquer une méthode qui est celle du savoir, du comprendre et d'agir. Alors, savoir, oui, qu'est-ce que c'est que cette combinaison des comptes ? J'avouerai qu'il y a quelques années, je ne savais pas bien ce que c'était. Puis après, j'ai appris qu'effectivement, c'était ce qu'on vient d'être dit, c'est également une obligation légale. Et dans ce cadre-là, même si ça représente du travail pour nos administratifs, on peut se poser après la question, à quoi ça sert finalement ? Alors dans le domaine du comprendre, effectivement, j'ai entendu des mots qui me vont bien, c'est prévention, relation d'aide, accompagnement, mais c'est aussi une sorte de démarche de qualité où on peut repérer des points forts, des points faibles, de façon à proposer, à travailler ensemble. J'entendais également le mot co-construction, qui me semble intéressant, une démarche avec des pistes d'amélioration et essayer de régler les difficultés qui peuvent se trouver devant nous. Donc prévention, oui, effectivement, ça me semble quelque chose d'important. Dans le domaine de l'agir, on peut constater que, effectivement, cette opération permet d'avoir une notion non seulement comptable et financière de la fédération, de notre réseau, mais également de connaître un certain nombre d'actions qui sont faites dans les différentes associations. Je vous renvoie au petit livret que vous avez reçu qui présente justement ce bilan où non seulement on a les chiffres, mais on a également pas mal d'actions qui sont décrites. Et pour moi, le réseau, c'est ça aussi, c'est savoir que dans tel ou tel endroit, il y a une expertise par rapport à des réponses à des appels d'offres, à des propositions, etc. Et de façon à pouvoir, éventuellement, si le cas se présente, avoir recours et avoir des personnes ressources sur ces domaines-là. Donc voilà, ça c'était dans le domaine d'agir, mais naturellement, ce qui est important, ce sont les échanges que nous aurons tout à l'heure. Et on attend effectivement que vous puissiez développer quelle est l'importance et à quoi peut servir cette opération dans vos associations respectives. Voilà ce que je voulais dire. Agnès, je te repasse la parole. Je
la reprend. Voilà, merci Joël. Oui, on va vous faire une présentation à plusieurs voix, comme vous pouvez le constater. Donc, pour ma part, je dirais que nous avons là un outil qui, depuis maintenant 10 ans, puisque c'est l'anniversaire des 10 ans, on va repréciser que ça fait 10 ans, 10 années successives que l'on arrive à faire ce travail de combinaison des comptes. Notre idée aussi dans cet atelier, c'était de restituer à des personnes qui n'ont pas vécu les 10 années de la combinaison des comptes, à quoi ça servait, ce que sa richesse, et peut-être aussi identifier peut-être ses fragilités. Ça sera un peu dans l'échange que nous aurons ensemble. Peut-être est-elle sous-utilisée aujourd'hui. On l'a dit par la fédération y compris. On s'est aperçu au fur et à mesure des années qu'on avait des informations qu'on n'utilisait peut-être pas pleinement, des informations manquantes parce qu'on n'arrivait pas à la collecter, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, là aussi, comment faire un peu l'état avec vous sur votre utilisation de la combinaison des comptes nationales. Opération très lourde, très importante. Donc moi je remercie aussi Farida Hamoudi qui prendra la parole pour vous présenter les résultats de la combinaison en 2020 et on vous fera une comparaison de l'évolution depuis 2010. Donc c'est vous restituer, l'objet de cet atelier aussi, c'est vous restituer toute l'histoire de la combinaison des comptes et ce que l'on retire sur notre réseau, sur ses atouts, ses faiblesses aussi, pour qu'on puisse mieux le partager, mieux l'utiliser vers nos partenaires, mais aussi mieux l'utiliser pour regarder ce que nous sommes à un moment donné. Comment se comparer, non pas pour se comparer par rapport, je suis plus gros, je suis plus fort, c'est pas ça, c'est dire, voilà, les chiffres moyens du réseau sont là, nous, on se positionne comment et pourquoi. Donc aussi un outil, je dirais, de réflexion, d'aide à la décision, qui, là aussi, est important. Et c'est pour cela qui donne du sens aussi à l'action et qui donne des outils de pilotage pour les élus, comme pour les directeurs généraux, comme pour les directeurs financiers, puisqu'il y a aussi de l'analyse financière dans le cadre de la combinaison des comptes et dans les échanges que nous pouvons formuler au fur et à mesure au travers de cette plaquette, mais pas que, il y a toutes les réunions qui sont bien évidemment autour. Donc, ce qu'on s'était dit avec Farida, c'est qu'on faisait dérouler le PowerPoint, parce qu'on vous a fait un PowerPoint qui sera un support pour après. Puis, comme tu le disais, il y a des absents qui ont tort, certes, mais voilà. Attends, elle n'a pas dit qu'ils étaient tort, c'est moi qui l'ai dit, comme chacun sait. Donc certains ne sont pas là, donc on fera aussi un outil en fait. On va pouvoir effectivement créer des outils pour partager les éléments qu'on va partager cet après-midi entre nous déjà. Et peut-être on améliorera aussi la présentation ensuite par un webinaire ou ce genre de choses pour permettre effectivement une plus large diffusion de cette problématique à la fois de prévention, de solidarité aussi en interne, parce que ça a aussi permis au cours de ces 10 années de construire des projets de solidarité en interne. On y reviendra tout au long de la présentation. On accordera aussi un temps d'échange avec la salle directement pour vos questions. Vous nous interpellez, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez nous interpeller au fur et à mesure s'il y a des questions qui viennent, mais de toute manière, il y aura un temps aussi qui sera comment on fait pour cela. Donc on va dérouler, l'équipe de la combinaison des comptes aussi interviendra. Donc c'est à la fois le service administration et finances de la fédération, mais également nos commissaires aux comptes, chacun dans nos responsabilités. Et donc on aura aussi ce regard par nos collègues commissaires aux comptes qui sont ici présents. Voilà. On lance le PowerPoint, s'il te plaît, pour lancer les choses. Tu n'as pas la main. Et ouais, quand Farida n'a pas la main, voilà ce que ça donne. Alors ça donne ça quand même. On va vous rappeler les titres. Merci à ceux qui ont la main sur les PowerPoint et les diffusions. On a souhaité dans un premier temps, là aussi, restituer en l'état les objectifs que nous avions fixés en 2010 sous la houlette de André Lafargue du conseil d'administration de l'Assemblée générale. Il y a eu multiples travaux autour de la combinaison des comptes. On a fait une très grosse réunion avec tous les présidents, directeurs généraux, trésoriers, comptables, et y compris les commissaires aux comptes il y a 10 ans, pour essayer de se mettre d'accord. C'était un peu révolutionnaire, combiner les comptes. C'était une obligation, comme c'est mis, c'est répondre aux demandes ministérielles. Dans le cadre des financements publics, au vu de notre organisation, certes, chaque association est autonome, mais en même temps, vu notre constitution, vu nos statuts fédéraux, il y avait obligation de combiner l'ensemble des comptes des associations. C'était les directives européennes qui avaient posé ce cadre-là, et donc les ministères l'appliquaient, et nous n'étions pas en état de le réaliser. Donc il a fallu qu'on construise un projet dit de combinaison des comptes pour produire cette combinaison des comptes.
Je vous rappelle qu'il y a encore 10 ans, chaque association était seule sur Terre et ne se connaissait pas nécessairement très bien. On était au début de notre travail de mise en place du réseau PEP, de son fonctionnement. C'était à la base. C'était on disait, hein, André, un outil structurant du réseau. Et on l'a présenté comme ça. C'est pour se structurer et se donner de la force collectivement et être moins seul individuellement, chacun dans son coin. Il fallait qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse et que l'on puisse effectivement avoir une identification de ce que nous étions. Il y avait un problème d'identité qui n'était pas encore très affirmé il y a 10 ans dans le réseau PEP, avec de multiples débats. Donc répondre aux commandes ministérielles et aux obligations légales, notamment au niveau européen, pour justifier de nos financements, dire ce que sont les PEP, en externe, mais aussi en interne, parce qu'on ne se connaissait pas les uns les autres. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc pour les plus nouveaux, ça ne vous parle peut-être pas. Peut-être que certains anciens pourraient témoigner. Voilà. Ensuite, on avait dans les autres axes qui étaient posés en 2010, donc je ne parle bien que de 2010, on viendra sur l'actualité qu'a présentée aussi Dominique, valoriser le réseau, parce que nos partenaires disaient « mais c'est quoi les PEP ?» Et donc, à un moment donné, on peut présenter son association de manière individuelle au niveau local, bien sûr, mais lorsqu'on dit, bon, bah là, j'ai telle difficulté, etc., dire, par contre, j'appartiens à un grand réseau qui fait ça, ah ouais, c'est pas pareil. Voilà, donc là, c'était un petit peu ça qu'on essayait de rechercher, autour de valoriser le réseau et aussi de peser dans les discussions, que ce soit au national, que ce soit au local. C'était ça les objectifs assignés à cette combinaison des comptes. On disait rendre attractif, on est sur un terme important. Oui, Farida ? Oui, parce qu'ils s'aperçoivent que je vieillis et que je ne vois pas clair. J'ai 10 ans, c'est ça. Quand j'étais jeune, je voyais plus petit, je vois moins. Je vais chez l'ophtalmo pour tous, je vous le dis, lundi. Voilà, donc merci Farida de t'occuper de moi dans ce cadre-là. Mais je suis quand même, ça va, je vois... Ah, c'était pas pour moi. Pardon. Donc, valoriser le réseau, donc peser face aux partenaires et nous rendre attractifs, là aussi, parce qu'on avait un déficit d'attractivité il y a encore 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on l'a résolu, mais ça veut dire qu'on a aussi un peu progressé dans ce cadre-là, bien sûr. Développer collectivement un outil permettant de mesurer notre poids et de nous donner à voir, c'était vraiment ce souci. Donc, c'est à la fois un outil structurant, administratif, j'y reviendrai, et un outil de communication en interne, en externe, extrêmement important. Renforcer le réseau en nous mobilisant sur des outils renforçant notre cohésion, ça je crois que je l'ai évoqué déjà, et développer des pratiques professionnelles en relation avec les évolutions de notre environnement. Alors là, derrière ça, on était sorti d'une période où il y avait eu un très gros travail de réaliser pour harmoniser les comptes de nos associations. Donc il y avait eu un guide, je parle toujours sur tout couvert, André, avec des discussions absolument très très importantes. On en rit encore des fois, avec y compris on a professionnalisé la fonction administrative qui n'était pas très professionnalisée, ni pour les trésoriers, ils ne sont pas des professionnels, mais de compréhension des chiffres, on va dire, et y compris pour les comptables qui n'avaient pas nécessairement compréhension qu'ils étaient dans une association pour certains. Et donc il y a eu tout un travail sur le plan comptable, PEP, qui a été édité, travaillé par des groupes de travail extrêmement nombreux avec les acteurs locaux. Et on s'est dit, si on va vers la question de dimension de groupe, d'être performant, etc., alors il faut impérativement qu'on se dote d'outils en commun, harmoniser et se professionnaliser de plus en plus pour relever les défis qui sont ceux de demain. C'était ça l'objectif de base, les objectifs de base. On continue, s'il te plaît, Pascal ? Alors, naturellement, cette combinaison, pendant 10 ans, a produit des données, on a réfléchi, et comme tu le disais très justement, Dominique, on en est arrivé à se dire, on a identifié des forces, l'outil de communication a servi vers nos partenaires institutionnels, ou pour négocier, on y reviendra, des négociations avec SFR, avec d'autres, etc., qui ont permis d'atténuer les coûts du réseau, les grands comptes. Il y a même une mission au niveau de la fédération, pour ceux qui ne le savent pas, qui travaille sur ces questions-là pour faire que notre collectif puisse négocier des tarifs avantageux pour chacun d'entre nous. Voilà, après les accords cadres, bien évidemment. Mais on s'est aperçu aussi que là, c'était les fragilités du réseau parfois, les évolutions de structuration du réseau. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation. Vous verrez, il y a toute une partie sur où on voit évoluer notre organisation au niveau économique. Donc, réfléchir sur cela. Au niveau fédéral, c'est intéressant, bien sûr, pour définir les politiques de pilotage du réseau en Assemblée générale, donc avec tous les membres du réseau, mais c'est aussi des points d'alerte, parfois en disant « Ah, tiens, ça, on ne le fait pas.
tiens, ça, il faudrait le faire. Et au fur et à mesure des évolutions de la réglementation. Et puis, on a vu, dans ce cadre-là aussi, des signaux faibles et des signaux forts sur certaines associations qui nous ont conduits parfois à accompagner ces associations de manière préventive, ce qui a permis qu'elles s'en sortent assez bien, puisqu'elles sont toutes là encore, en tout cas toutes celles avec qui nous avons fait un accompagnement. Et puis parfois, on a été alertés par des situations mais de grandes difficultés d'associations. Et là, on a dû intervenir de manière plus dans le cadre de la sécurisation du réseau. C'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'alors, en fait de la solidarité interne au réseau, bien évidemment, pour accompagner les fameuses administrations déléguées ou autres dispositifs d'accompagnement renforcés qui ont été mis en place. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on sous-utilise la combinaison des comptes parce qu'on voit des choses, donc on en parle aux acteurs, mais en même temps, on peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui et on s'aperçoit que les acteurs sur le terrain sont démunis dans l'utilisation de leurs données financières aussi. Et peut-être pourrait-on les accompagner en amont, une fois alertés, grâce aux outils de la combinaison des comptes, les alerter en amont pour pouvoir traiter le problème ensemble de manière préventive avant le décrochage. Voilà, je le fais très simplement. Donc derrière le mot reconnaître les qualités de l'information financière, notre idée aussi c'était de renforcer, je pense, cette l'information financière. Il y a encore des fragilités, sans doute, on doit pouvoir améliorer. C'est développer l'information financière, c'est aussi apprendre à l'utiliser collectivement. Je crois que c'est ça aussi derrière ce dernier objectif, effectivement, et apprécier collectivement et partager vraiment ces données pour mieux réagir ensemble et que la solidarité soit plus préventive que curative. C'était un peu l'esprit dans lequel tu es intervenu d'ailleurs, Dominique, je me permets de faire cette redite. Donc, on garde grosso modo les objectifs depuis 2010, parce que ça c'est l'outil qui le permet, je dirais que c'est intrinsèque, mais on complète avec ce mode opératoire de travail qu'il nous faut définir et échanger avec vous, et que vous en saisissiez, parce que nous tout seuls, ça ne sert pas à grand-chose. On peut vous dire des choses et on va vous les dire, mais comment concrètement on l'utilise, c'est ça qui est intéressant, il me semble. Farida, je te laisse la parole pour présenter les résultats de 10 ans d'enseignement, ni plus ni moins. Que je ne retombe pas. Pascal, s'il te plaît, tu peux remettre juste un petit panorama coloré des 10 années de travail en commun, parce que je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas que nous à la fédération, mais c'est aussi les collègues du réseau qui nous remontent des liasses de consolidation chaque année. Et plus ces liasses sont de qualité, plus on peut utiliser cette information-là de manière la plus efficace possible. Donc voilà, donc merci encore aux collègues du réseau. Sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Voilà, donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, de vous faire un petit peu un point avec des chiffres clés et de vous expliquer un peu la combinaison des comptes de manière un peu plus, on va dire, simplifiée, ludique et pédagogique, et que ce soit pas trop voilà, casse-pied et trop financier, entre guillemets. Donc, dans un premier temps, peut-être regarder un peu nos associations, le périmètre. Ce qu'on appelle le périmètre en consolidation, en combinaison, c'est toutes les associations qui sont intégrées dans le processus on additionne les comptes. Peut-être un petit rappel sur ce qu'est la combinaison des comptes. En fait, chacune de vos associations nous remonte ses comptes. On les additionne, pour faire simple. On les additionne. On supprime tout ce qui est interne et les flux internes pour faire en sorte qu'on ne soit qu'une seule et même entité. C'est-à-dire que quand je facture à une autre association PEP ou que je dois de l'argent à une autre association PEP, je dois éliminer ça. En gros, la consolidation, pour faire simple, c'est un peu ça. Après, je dois comptabiliser ce qui n'est pas prévu dans vos associations, ce que vous avez obligation de faire et qui n'a pas été fait. Mais je reviendrai plus tard sur cette dimension-là. Donc le périmètre, en fait, quand on regarde qui combine dans le réseau PEP, il y a 10 ans et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie évolution du réseau. Il y a 10 ans, donc, on avait 96 associations départementales
départementales, on avait 23 unions régionales, 2 associations territoriales et la Fédération générale des PEP. Aujourd'hui, on a 77 associations départementales en 2020. En 2020, parce que ça change en fait. 66 associations régionales, puisque maintenant ce sont des AR. 6 associations territoriales, parce qu'il y a des regroupements d'associations, on le voit bien. 4 associations affiliées, la Fédération générale des PEP, et puis 14 SCI. Donc, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, les SCI se sont vraiment développés dans le réseau, et on en parlera tout à l'heure quand on abordera la thématique du patrimoine. On a également, dans le réseau PEP, un certain nombre d'associations, enfin de structures, entre guillemets structures, qui doivent être intégrées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une association dans laquelle vous avez la majorité du pouvoir décisionnel, elle fait partie du réseau PEP. Voilà. Et c'est pour ça que là, alors là, c'est la version légale. Voilà, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on voit qu'en 2020, encore aujourd'hui, nos associations ne nous ont pas remonté déjà tous les comptes des SCI. Je ne parle pas des SAS qu'ils ont pu créer. Je ne parle pas de toutes les structures où les PEP sont majoritaires. Et ça peut être aussi une autre association PEP dans laquelle nous sommes majoritaires. Avec une autre association, on l'a constituée, mais on est majoritaire dans le conseil d'administration. Donc là, le capital, c'est humain, on va dire ça, pour donner un parallèle. Et elles aussi, on devrait remonter les comptes aussi de ces structures. Donc on n'a pas l'ensemble du périmètre complet, en fait, même des associations qui sont dans le périmètre officiel, puisqu'elles-mêmes n'ont pas nécessairement remonté tout. Donc ça, c'est une alerte qu'on voulait aussi, ou un point de vigilance. Aujourd'hui, c'est encore partiel, mais c'est nettement mieux qu'avant, bien sûr. Et après, ça se confronte aux évolutions territoriales et d'organisation de nos associations, aux fusions-absorptions, aux différentes actions qui se mettent. Donc ça bouge tout le temps. Et en même temps, on va pouvoir en tirer des enseignements parce qu'il y a des éléments de fond qui sont regardés dans la combinaison. Alors peut-être sur les informations que vous pouvez trouver, parce qu'en fait ce document-là, il vous donne plein d'informations sur le périmètre et sur notamment les fusions-absorptions du réseau PEP. Vous avez dans le rapport toutes ces informations-là, association par association. Et donc ça se trouve page 19. Page 19, vous avez les informations sur les absorptions, les fusions, les regroupements entre associations chaque année. Et donc pour chaque année de la combinaison des comptes, vous avez l'information. Alors ensuite, on va regarder un petit peu les chiffres clés. Dans les chiffres clés du réseau, les produits du réseau PEP. Les produits du réseau PEP et l'évolution sur 10 ans. Donc quand on regarde bien, entre 2010 et 2020, le volume de produits a augmenté de 30%. Donc on est passé de 700 millions d'euros quand même à aujourd'hui, le réseau PEP, c'est 922 millions de budget finalement. Parce que quand on dit produit, c'est le budget global des associations. Donc sur ce budget global, si on fait un petit focus sur sur quel secteur, donc si on regarde, on est sur le secteur PSM2S, on est à 80, ça y est, je vois plus clair, excusez-moi, 85%, 8% sur les PESP, on doit être à 4% sur le PEVLC et 3%, et je ne vois plus rien du tout. Voilà, je pensais que ça allait être un peu plus gros que ça, mais j'ai pris 10 ans. Divers, 3%. Yes, je l'ai vu. Donc voilà sur le budget globalement du réseau PEP. Après, ce que nous donne comme information la combinaison des comptes, c'est qu'on redescend aussi à un niveau qui est intéressant de voir, c'est les niveaux par région. Donc on peut avoir une vision aussi par catégorie par répartition de nos associations. Si on prend par exemple, si on voulait couper le réseau en deux, en se disant je coupe le réseau, je sépare, je fais 2 groupes dans le réseau, et je dis 50%. Si je sépare pile en 2, j'ai 50% des associations. En 2011, j'avais 50% des associations qui avaient un total de produits de moins de 3,8 millions d'euros. Donc la moitié du réseau
gros moins de 4 millions. L'autre moitié, entre 0 et 45 millions. Donc ça, c'était en 2011, 2010, 2011, il y a 10 ans. Aujourd'hui, si on fait 2 paquets du réseau, voilà, on prend les 50% et 50%, eh bien on serait à 50% du réseau qui a moins de 5,3 millions, et le reste entre 5 millions et 70 millions. Donc on voit quand même qu'il y a on a une taille d'association les associations grossissent. Et donc voilà la moitié du réseau vraiment des petites associations et l'autre moitié on coupe à ce niveau-là. Si tu permets, Farida, sur ce point-là, je renvoie notamment au débat qu'on a pu avoir entre présidents et directeurs généraux sur la question des tailles critiques d'associations, ce qui fonctionne, etc. On voit bien que la dynamique des absorptions a été une dynamique, certes, mais ce n'est pas la seule, puisque des associations aussi ont pu se développer sans pour autant avoir été absorbées. Enfin, c'était aussi un peu la réflexion qu'on s'était faite. Néanmoins, on voit une augmentation de nos produits. 30%, ce n'est pas rien pour une organisation collective. Quand on va à l'extérieur et qu'on présente cette dynamique-là, ils vous regardent avec sérieux, déjà pour commencer, parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation populaire ou même dans le monde du médico-social, ce n'est pas nécessairement ces chiffres-là que l'on a. J'en ai eu encore la preuve encore à midi avec des partenaires qui sont assez étonnés de notre capacité, de notre agilité collective entre des structures autonomes et la capacité en même temps de rendre compte et de partager cette force collectivement aujourd'hui. Je dis ça parce qu'effectivement, ces variations-là, c'est vraiment tous les débats qu'on a eus sur la structuration du réseau au niveau des réformes statutaires qu'on a pu faire et autres. Et là, on voit bien l'implication que ça a pu avoir. Donc, on continue sur... en fait, la combinaison des comptes, on s'est toujours adapté au projet fédéral. Donc, au départ, quand on a commencé la combinaison des comptes, le réseau PEP et le projet était axé sur 2 secteurs, en fait, le secteur SMS et le secteur propre. Le projet fédéral de 2018 à 2022, il y a eu 3 secteurs d'activité, donc PSM2S, PEVLC et PESP. Et du coup, on a fait évoluer finalement l'alias de combinaison des comptes qu'on demandait aux associations pour s'adapter et finalement de nous remonter les informations financières en essayant de reclasser les activités et les comptes de résultats sur ces 3 catégories d'activités pour coller au projet fédéral et avoir une analyse des comptes par secteur d'activité. Et du coup, quand on regarde, ce qui nous permet d'analyser par secteur d'activité et par région, les volumes financiers par secteur d'activité. Donc quand on regarde, on peut aller avoir du détail en fait des produits par région. Donc ça, c'est page 44 du rapport financier, où vous avez la répartition et les proportions de chacune des régions dans un secteur ou un autre. Et quand on regarde, par exemple, la plus grosse région du secteur médico-social, c'est l'Occitanie. Et la plus grosse région du secteur propre, c'est Centre-Val de Loire. Ça vous permet de situer vos régions et sur quel type d'activité dominante votre région se situe. Alors, je disais, tu parlais aussi par rapport au secteur d'activité, donc cette évolution avec les projets fédéraux. On a eu quand même toute une période quand même de discussion avec les associations, avec les présidents, les directeurs généraux, les trésoriers, principalement et parfois directement avec les comptables, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait par secteur, ils ne connaissaient pas ces secteurs d'activité. Donc il y a aussi tout un travail finalement de structuration de vos comptas aussi qui ont été conduits de ce fait. Donc c'est vrai que ça a un effet d'entraînement, de clarification, d'harmonisation, on disait, aussi pour qu'on puisse parler la même langue pour se comprendre. C'est des éléments de professionnalisation aussi. Donc voilà, donc là on voit pas très bien, c'est pas très lisible, mais justement page 44, vous avez le détail par région avec pour chacune des régions le nombre d'établissements, le nombre d'associations de la région, le nombre d'établissements, les équivalents temps plein par région,
Donc ça vous donne un peu une vision globale de la région dans laquelle vous vous situez. Le nombre de salariés, un comparatif d'une année sur l'autre en volume de chiffre d'affaires, et puis une ventilation par secteur, que ce soit secteur propre ou secteur PSM2S. On peut aussi peut-être rappeler qu'on s'adapte aussi à la structuration régionale, l'évolution entre 2010 où on avait 22 régions et donc on combinait et on faisait une restitution sur les 22 régions. Aujourd'hui, on est sur 13 régions. On pourrait aller même plus loin que ça, faire par une répartition académique. On pourrait faire des inters. Enfin, la combinaison des comptes nous donne finalement plein de possibilités. Après, il faut matériellement du temps pour le faire, pour décliner tout ça, mais on peut le décliner de plein de manières on a toutes les possibilités. Et au niveau des régions, par exemple, rien n'empêche, et certaines associations régionales nous l'ont demandé, de faire un lien entre Indicia, donc qui est le système quantitatif de remontée de données du réseau que vous connaissez, et la combinaison des comptes pour faire des plaquettes de présentation. Donc on a transmis les données et les éléments financiers étaient transmis dans ce cadre-là avec ces informations financières. Donc on est bien sur de l'information financière. Donc quand on regarde tout à l'heure, je vous ai montré globalement les produits, on voyait qu'on avait une progression de 30% de notre budget global finalement sur 10 ans. Mais quand on regarde justement, quand on l'analyse par secteur, on se rend compte que finalement c'est pas forcément la réalité sur tous les secteurs. Sur le secteur propre notamment, donc nos réelles activités non contrôlées, on va dire, on est en baisse par rapport à 2010. Donc en 2010, on était à 148 millions. En 2020, on est à 131 millions. Il faut aussi peut-être temporiser un peu ce chiffre de baisse du fait de la crise Covid, qui a eu un impact très très important, notamment sur tout le secteur PEVLC et les secteurs PESP aussi. Donc la baisse, elle est quand même toute... elle s'explique, quoi. Voilà sur le secteur propre. Alors, si on fait un focus sur le secteur PSM2S, là, effectivement, on voit qu'on a une grosse augmentation. On est passé en budget de 578 millions à 700... je ne vois plus rien. 700 et quelques millions. Voilà, je ne sais pas... À plus de 700 millions, on va dire. Merci, 782. Merci. Là, c'est pareil, vous avez la répartition... Pardon, je reviens en arrière, excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc là, c'est pareil, vous avez dans le document la répartition par région, le nombre d'établissements, le nombre d'équivalents temps plein et le nombre de salariés. Donc c'est vraiment intéressant pour vous d'aller voir, en fonction de ce qui vous intéresse, les différents éléments sur le document. Après, il était intéressant aussi de faire peut-être un focus sur le PEVLC, parce que c'est aussi en lien avec le patrimoine et donc la disparition des centres de vacances en propriété. Donc, quand on regarde bien, donc en 2010, il y avait le réseau PEP avait 110 centres de vacances. En 2020, il n'y a plus que 62 centres de vacances. En propriété. En propriété. Donc, sur les PEVLC, on a également là, quand on compare entre 2019 et 2020, on a une disparition globale, enfin une baisse globale de 50% du total des produits, mais c'est logique, c'est dû à la crise Covid. Et à l'arrêt de l'activité de manière administrative. Le budget global du secteur PEVLC d'environ 63 millions d'euros. Voilà. Ensuite, quand on regarde dans le budget, ce qu'on en fait, donc ce budget, donc on a vu qu'on avait 900 et quelques millions d'euros de budget global. Comment est-il dépensé et quels sont les principaux postes de dépenses dans le réseau PEP? Donc quand on regarde, le principal poste de dépense, forcément, c'est les salaires, puisque
on est aussi dans le cadre des journées métiers, donc c'est quand même un élément important à regarder. Donc sur les salaires, qu'on soit donc dans le secteur médico-social et les PESP, donc c'est 67%, entre 66 et 67% du budget global qui est affecté au salaire, et c'est parfaitement logique. Et sur les PEVLC, c'est un peu moins, c'est 46%. Ensuite, on a tout ce qui est autres activités et sièges non affectés, où on a 53%. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autre activité et sièges non affectés? Alors, on a tout un tas d'activités au PEP qui sont difficilement classables dans les secteurs. Ça peut être la formation. Donc, on a un secteur formation dans le réseau. Enfin, il y a des associations qui font de la formation. On a également des SCI qui louent des locaux à l'externe ou qui font de la location. On a des activités et on a toute une part de frais de siège non affectés. Et cette part de frais de siège non affectés, il va bien falloir trouver à un moment donné un moyen de la financer. Et donc ça reste un des questionnements sur les frais de siège non affectés. Il y en a de moins en moins, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un travail de fait pour la prise en compte de ce coût du siège. Il y a des structurations de sièges aussi. On voit apparaître des postes de DAF, de DRH. Plus récemment, on a identifié l'arrivée de gestionnaires de patrimoine aussi. Ça, on y reviendra sur la partie patrimoine. Pas très nombreux, hein. Ils se comptent sur les doigts des 2 mains maximum, sur un réseau de 100 associations. Donc là aussi, peut-être sur les questions de mutualisation, de partage de compétences. Mais les structurations de nos sièges sont quand même très récents dans nos associations PEP. Ce qui peut expliquer aussi certaines fragilités encore chez certaines, parce qu'il n'y a pas de stabilisation encore des équipes ou de professionnalisation au niveau attendu aujourd'hui par rapport à ce qu'il était hier. On voit aussi les exigences de nos financeurs, de nos partenaires, qui sont de plus en plus importantes et qu'il faut intégrer, y compris dans les 10 ans à venir, parce que la combinaison, c'est aussi pour penser l'avenir. C'est pas qu'un regard en arrière, c'est aussi penser l'avenir, nos objectifs, nos enjeux. Et là, on a quelque chose à travailler, mais je laisse Farida sur la question des effectifs, parce que là, on a quelques enseignements à tirer aussi. Alors sur les effectifs, en fait, donc comme c'est quand même un poste, le plus gros poste de dépenses des PEP, c'est un poste qu'il faut regarder un peu plus en détail. Et donc on va regarder ça. Donc en fait, on peut regarder déjà les effectifs. Donc les effectifs entre 2010 et 2020, on est passé de 9 500 équivalents temps plein à 12 954 équivalents temps plein. Ce qui fait autour de 20 000 salariés qui travaillent chaque année au PEP, qui passent, en fait. C'est ça, l'idée, c'est de savoir combien de personnes sont passées et ont travaillé au PEP chaque année. On a à peu près 20 000 salariés qui viennent en contrat au PEP chaque année. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a la dimension bénévolat. Alors le bénévolat, pour l'instant, jusqu'à présent, donc sur les 10 dernières années, on n'a pas réussi à chiffrer le bénévolat en dehors du bénévolat statutaire. Donc pour l'instant, on a réussi à chiffrer chiffrer qu'on avait à peu près 2000 bénévoles, 2000 administrateurs, donc, qui participent aux réunions statutaires. Au-delà de ça, on n'a jamais réussi à le faire. Donc ça, c'est... Tu veux parler du bénévolat d'action et d'activité, on n'a aucune vision là-dessus. Voilà. On n'a pas de vision là-dessus. Simplement, la législation a changé. Donc depuis 2021, 1er janvier 2021, on a obligation de mentionner dans l'annexe des comptes les informations liées au bénévolat. Comme on a cette obligation-là, nos commissaires aux comptes nous imposent de décompter le bénévolat, qu'il soit statutaire et non statutaire, et de l'expliciter dans l'annexe. Donc ça va nous permettre, j'espère, d'avoir plus d'informations sur le bénévolat et de vous en faire une restitution sur la combinaison 2021, sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Voilà. Et par ailleurs, ça permettra de nourrir aussi notre programme engagement sur la question du bénévolat,
avec le mentorat, avec les services civiques, etc. C'est-à-dire que là aussi, on est obligé de le décompter. Ils sont comptés comme des temps de bénévolat, même avec des statuts très, très différents. Aujourd'hui, vous avez entendu Jean-Benoît Dujol hier comment en parler. Et là, c'est complètement essentiel pour l'avenir. Et je dirais que même pour être une association, enfin une structure reconnue d'utilité sociale, aujourd'hui, quand vous voulez avoir ne pas payer les taxes de transport, etc., qui s'imposent, si vous ne dites pas combien de bénévoles et que ce n'est pas suffisant de l'avis de l'organisme qui gère les transports, etc., vous payez la taxe. Sinon, vous ne la payez pas. Donc, il y a un vrai aussi enjeu. Donc, là, je parle à différents niveaux, aux politiques, aux techniques. En même temps, il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans les politiques publiques de développer ces questions d'engagement de bénévolat. Et donc, on est de toutes parts assaillis par ces éléments de clause nécessaires à l'économie sociale et solidaire et à la revendication de notre statut d'association d'utilité publique et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'était juste un point. Donc sur la combinaison, puisqu'on est toujours à N-1, ça on ne l'a peut-être pas dit, il y a toujours un délai. Est-ce que le temps que vous ayez fini vos comptes, que ce soit transmis, que ce soit retraité, et qu'il y ait un avis de nos commissaires aux comptes, qu'il y a des opérations de vérification des comptes sur la combinaison, vous y reviendrez tout à l'heure. C'est vrai qu'on a 1 an. Voilà, on essaye de le réduire, mais ça devient de plus en plus compliqué vu le volume d'activités et d'affaires aussi et de produits que nous avons à traiter. Alors, qui sont donc ces 20 000 salariés qui sont ces 20 000 salariés qui passent au PEP chaque année. Si on regarde bien, on a donc pour le médico-social, on a 13 847 salariés et donc 10 831 équivalents temps plein sur le secteur médico-social. Sur le secteur éducation, loisirs, culture et sport, on est à 1647 salariés et 388 équivalents temps plein, sachant que sur 2020, on a forcément l'impact de la crise sanitaire avec il n'y a pas eu de classe colo pendant toute une partie de l'année, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont travaillé au PEP. Ouais. Et on notera dans le domaine de l'animation, et on le reverra aussi sur la question des produits, la poussée dans les 30%, la poussée des PESP, donc activités de proximité, qui, elles, pendant la période Covid, ont été aussi impactées, mais moins quand même que le secteur vacances, loisirs, par rapport à la réglementation. Mais on voit quand même notre puissance sur la question des métiers de l'animation et notre légitimité sur ces questions-là, sachant que d'autres structures auxquelles parfois on se compare n'arrivent pas à aligner autant d'animateurs. Ils sont extrêmement surpris qu'on ait autant d'animateurs dans nos équipes. Du coup, sur les PESP, on était à 3338 et 725 salariés sur toutes les autres activités diverses et variées. Je vous disais tout à l'heure, le volume est important. C'est sur notre budget global, c'est 573 millions d'euros le budget global consolidé du coût des salaires et charges sociales, des ressources humaines. PEP, c'est 573 millions d'euros, 65% de notre budget global à tous. Si on regarde du coup une petite pyramide des âges, c'est intéressant de regarder un petit peu qui sont nos salariés, enfin nos collègues. Donc dans le réseau PEP, on a 24% d'hommes, 76% de femmes, avec un âge moyen pour les hommes de 46 ans, un âge moyen pour les femmes de 44 ans. Sachant que les âges, on va de 20 à 80 ans à peu près. Oui, c'est réel. Oui, on a un certain nombre de médecins, c'est surtout des médecins que visiblement dans vos établissements vous n'arrivez pas à recruter, donc qui restent très tardivement dans vos effectifs salariés. Voilà, donc quand on regarde ça, alors ce travail-là, il a été fait sur la base d'un échantillon de 13 900 comptes CDI du réseau PEP. C'est grâce à vos remontées d'informations sur les fichiers des engagements retraite, on a pu retravailler là-dessus. Et c'est vraiment une mine d'or d'informations parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vous proposer ces éléments-là.
Et du coup, ça nous permet aussi de parler des engagements retraite et des prévisions de GPEC qu'il va falloir relever, parce que quand on regarde un petit peu cette pyramide des âges, on se dit, dans moins de 10 ans, en fait, on a 30% de nos effectifs, de vos effectifs, qui vont partir en retraite. 30%, c'est 4500 personnes. C'est 4170 personnes dans les 10 prochaines années. Et dans les 5 ans à venir, c'est 2224 personnes. C'est énorme. D'autant qu'aujourd'hui, on rencontre tous des difficultés de recrutement. Donc, c'est un vrai enjeu. Donc voilà, 35. Donc j'ai même fait le distinguo des hommes et des femmes. On a 35% des hommes qui vont partir en retraite normale, ils sont plus vieux, donc voilà. 29% des femmes qui partent en retraite. C'est un enjeu financier aussi, parce que la moyenne d'âge étant de 45 ans, la provision de retraite qu'on évalue aujourd'hui à 90 millions d'euros, pour les salariés du réseau PEP, eh bien dans 30%, donc dans les 10 ans à venir, il va falloir décaisser 27 millions d'euros. Parce que là, pour l'instant, c'est de la provision. Donc en fait, on les met tous dans nos comptes en se disant, oh, c'est pas grave, c'est une provision, je ne paierai pas tout de suite, j'ai la trésorerie, tout va bien. Mais non, parce qu'en fait, ça risque de venir bien plus vite que ce qu'on peut imaginer. Donc voilà pour le... Peut-être un point avec nos commissaires aux comptes sur l'importance aussi de ces provisions. Je rappelle qu'on était en 2010, peu de gens dans le réseau faisaient des provisions pour les retraites, pensant que c'était comme dans la fonction publique, entre guillemets, sachant qu'il y a aussi des provisions. Enfin bon, passons le détail, André, on a suffisamment souligné cet aspect-là. Et il y a eu, les premières années de la combinaison des comptes, vous aviez mis des réserves. Oui, dans le cadre de l'opinion sur les comptes de cette combinaison, sur les premières années de déploiement des travaux, nous avions été obligés de mettre une réserve, puisque l'information n'était soit pas communiquée, soit manquait de fiabilité. Et il y a eu un travail collaboratif aussi pour mener à bien une méthode commune permettant d'obtenir l'homogénéité dans le réseau de cette provision. Et on peut se satisfaire aujourd'hui qu'on a levé cette provision dans le cadre de l'émission de nos rapports, et que ce point donne satisfaction dans la traduction de l'information financière qui vous est distribuée. Attendez, c'est enregistré. On va vous passer le micro. Excuse-moi. Quand on est dans un département qui refuse, qui rejette les dépenses de provision de retraite, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est sur les 6 départements de la région centre, il y en a 5 qui rejettent les provisions pour retraite, en disant qu'ils les reprendront dans le compte administratif 3 ans plus tard, parce que ce n'est pas encore en CEPOM, et ils rejettent ces provisions pour retraite. Alors, on fait un distinguo entre le compte administratif, donc la prise en charge, en fin de compte, par l'autorité de tutelle, et la traduction comptable de votre engagement et du risque de la charge à venir. Donc là, ce qui est évoqué, globalement, c'est combien vont vous coûter vos départs à la retraite dans chacune de vos entités, financées ou pas financées par vos autorités de tutelle. Ce qui permet aussi d'opposer, opposer pas au sens juridique, mais de présenter, voilà, ça va nous coûter ça, sachez-le. Vous mesurez bien que ça va nous coûter ça, sachez-le, etc. Donc, je crois que c'est aussi un outil là, que vous pouvez utiliser aussi dans ce cadre-là, dans vos négociations. Mais c'était un élément d'alerte qu'on avait pointé il y a quelques années, parce que là, c'était quelque chose parce que justement, la différence entre compte administratif et bilan et budget, etc., tous ces éléments-là n'étaient pas bien encore stabilisés dans notre réseau partout en France. Parfois, oui, bien sûr, mais il y avait quand même cette problématique-là qu'il fallait pointer. Oui. Qui est aussi un acquis de la combinaison des comptes, on va dire, de manière générale. Et en tout cas, on a une lisibilité des enjeux et des risques sur notre réseau, globalement. Et ça, c'est aussi important qu'on partage ça avec vous, parce que là, il y a du vrai enjeu pour chaque structure. On est vraiment dans la prévention, en fin de compte, des charges à venir sur vos budgets prévisionnels dans le cadre de vos renégociations de CEPOM, par exemple. Là, on a réellement, de manière très concrète, les engagements à venir.
Il y a quand même peut-être il y a des associations qui ont réussi à se faire financer leurs engagements retraite par l'ARS. Mais les CD, c'est plus parce qu'ils ont insisté et ils ont aussi insisté avec leur commissaire aux comptes sur l'obligation de comptabiliser et de passer ça dans les comptes. Ça leur a servi. Donc il y a quelques associations pour lesquelles où ça a marché. Donc là, il faut revenir à la charge régulièrement. Hein. Les ARS sont plus que les conseils départementaux. Mais là aussi, il y a la question de la professionnalisation des personnels des conseils départementaux. Il faut être honnête sur ces questions financières qui est une question qu'il faut qu'on aborde aussi, qu'on partage avec les élus des conseils départementaux au niveau national. Allez, on continue. Je me permets d'intervenir par rapport aux engagements en retraite. Effectivement, comme l'a souligné, alors j'ai perdu le prénom de madame, certaines autorités de tarification rejettent les provisions pour retraite, mais normalement, vous avez un compte d'affectation en attente, hein, qu'il faut positionner lors de l'affectation du résultat. Ce qu'il faut faire attention, c'est le jour où l'engagement est réalisé, venir reprendre le montant qui a été financé dans cette réserve. Sinon, ça veut dire que ce montant-là reste dans le compte 115, en fait, finalement, et n'est pas remonté dans le résultat de l'exercice. Donc c'est toute cette particularité qu'il faut avoir. Et quand il n'y a pas une continuité de personnes qui opèrent sur les exercices comptables, il se peut, moi je l'ai vécu par le passé, que certaines opérations dans les années précédentes n'ont pas fait l'objet de retraitement. On continue sur les informations qu'on a pu également récolter grâce à ces remontées d'informations que vous nous avez renvoyées. C'est les conventions collectives. Donc une information sur la répartition donc, de nos effectifs par convention collective. Donc 61% des salariés du réseau sont à la convention 66. Donc c'est la plus importante. 26% sur la 51. 11% sur la convention éclat, hein, c'était l'Alex 89 éclat, et puis 2% des salariés qui sont sur plein d'autres petites conventions. Donc on a la convention acteurs du lien social et familial, aide à domicile, on a ELISFA, donc sur la petite enfance, et la convention 79, les médecins, et une convention collective sur les foyers de jeunes travailleurs, FJT. Donc on a une diversité, on les a toutes recensées et toutes, voilà. Et on peut dire que certaines associations ont plusieurs conventions collectives en même temps. Tout à fait. Il y a des associations qui ont multiples conventions et qui calculent leurs engagements en retraite en fonction de la convention collective et des règles applicables à une convention ou une autre. Donc des salariés d'une même association n'ont pas forcément les mêmes droits au moment du départ parce qu'ils relèvent d'une convention ou d'une autre. Bon, voilà. Voilà, un, il faut gérer. Deux, il faut que l'association soit en bonne santé. Voilà. Et deuxièmement, pour l'attractivité des métiers, ça peut être aussi un élément de revendication. Donc il faut quand même qu'on regarde bien aussi ces éléments-là. Et maintenant, on va aller regarder aussi les salaires. Voilà, quelque chose qui va vous intéresser. Donc les salaires par catégorie de convention collective. Donc j'ai essayé de recalculer un petit peu les salaires moyens par convention collective, donc du plus petit au plus grand. Donc on part sur l'aide à domicile avec un salaire moyen mensuel à 1 726 € brut. On est en salaire brut sans aucun avantage quelconque, hein, puisqu'on ne les a pas en remontée de combinaison des comptes. On a uniquement le salaire brut. Il n'y a pas de comparaison là possible entre les conventions collectives, parce que d'une convention à l'autre, les avantages, les congés, tout ce qui n'est pas c'est pas comparable. Donc ça va de 1 726 € à 6 840 pour la convention collective 79 médecins en salaire moyen. Ensuite, quand on regarde les minimums et maximums par convention collective, on voit que sur la convention collective, finalement, les médecins ne sont pas le salaire le plus élevé n'est pas chez les médecins. Contrairement à ce qu'on pourrait tous imaginer, ben non, on est sur la convention collective 66 où on frôle les 20 000 €.
ce qui nous donne à vous rappeler les règles de l'économie sociale et solidaire. Donc pour rappel, la moyenne des 5 salariés les mieux rémunérés dans une association, c'est 7 SMIC, soit ça ne peut pas dépasser 10 700 € pour vos cadres supérieurs de direction, et 10 SMIC pour un dirigeant, c'est-à-dire un DG ne peut pas gagner plus de 15 394 € pour rentrer dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, pour les critères de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est pour nous ça, une vraie problématique de risque, puisque si on dépasse ces seuils-là, on n'est plus dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça c'est un premier degré. Et là, toute la réglementation de l'ESS peut ne plus s'appliquer à nous. Et on peut nous sortir de pas mal de critères d'éligibilité. Donc faites attention quand même à ça. On en profite de cette réunion pour faire des petites alertes qui sont nos alertes à nous en termes de gestion. Naturellement, c'est pas simple de revenir à autre chose. Bon, enfin bon, faut y penser, quoi. Donc voilà pour les moyennes de salaire. Ensuite, donc maintenant on va passer plutôt au côté bilan, donc à l'analyse du bilan. Donc là, si on regarde un petit peu le bilan, les postes importants du bilan combiné, ça va être le patrimoine. Le patrimoine immobilier est un élément très très important du réseau. Donc on voit bien qu'on est un réseau qui est bâtisseur. Hein. On a une augmentation, on est passé d'une valeur de 387 millions d'euros à 750 millions d'euros en 2020 d'actifs bruts, donc la valeur brute du patrimoine immobilier des PEP. Voilà, donc on a 95% d'augmentation avec une répartition par région. Vous avez une carte aussi à l'intérieur de la plaquette. Et vous avez également sur le patrimoine, dans les faits majeurs de la plaquette, qui sont dans la plaquette, vous avez pour chaque association ce qui s'est passé chaque année. En fait, chaque année, vous avez l'information des constructions qu'il y a dans le réseau, des nouveaux bâtiments, des constructions, des achats de bâtiments, etc. Chaque rapport financier, pour chaque association, vous avez cette information-là. Alors, dans les enseignements justement de la combinaison des comptes, le patrimoine et cette évolution du patrimoine nous a amené effectivement à travailler au travers du projet fédéral sur cette thématique-là. Donc sur cette thématique du patrimoine, déjà dès 2011, hein, à l'époque André Lafargue était à une première réunion aux rencontres PEP 2011. Il y avait déjà eu une première réunion, c'était la toute première. Une fois qu'on a eu les chiffres de la première combinaison des comptes, on a tout de suite commencé à travailler sur cette dimension patrimoine. Donc, dès 2011, donc, il y a eu ensuite des groupes de travail. Il y a eu un guide patrimoine qui a été publié en 2016 pour arriver en 2021 à la création de la ressourcerie foncière PEP, donc, qui est une foncière, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'information. Cette foncière qui vient en appui de création de projets locaux. Donc aujourd'hui, on a déjà, depuis la création en un an, en fait, on a créé 2 SCI. Donc la SCI Huxley, qui va permettre de réhabiliter un centre de vacances, la Villa Huxley, qui était la maison de Aldo Huxley. Au PEP 13. Au PEP 13, avec les PEP 13. Et un deuxième projet qui est la SCI Les Oyas, qui a été constituée avec je ne sais plus combien d'associations PEP, ça y est, une dizaine d'associations PEP pour racheter un centre PEP des PEP 50. Voilà, donc ça a été très rapide. Une fois qu'on a eu cette décision, le processus a été très rapide puisque en un an, la SAS a été créée avec la solidarité du réseau, finalement, qui a participé au capital de cette structure foncière, et puis déjà 2 projets.
Voilà pour le patrimoine. Ensuite, si on regarde encore le bilan, les comptes de bilan, et qu'on regarde un petit peu les volumes, si on regarde un peu la trésorerie des PEP, alors ça fait rêver parce que si on se dit, si on met tous nos comptes en commun, ben on a 441 millions d'euros en banque. Voilà, on se dit waouh, ça nous ferait, chacun dans son coin se dit waouh, ça me simplifierait, ça me résoudrait pas mal de problèmes. Comment ? On plaisantait sur les 500 millions du Dujol. Ouais, les 500 millions du Dujol, c'est pas finalement. C'est notre trésorerie, quoi. Voilà. Et du coup, on est passé donc de 250 millions à 400 millions. Donc, on a quand même une augmentation significative de la trésorerie. Et ce n'est pas lié au recours à l'emprunt. Parce que finalement, les emprunts, on a doublé notre recours à l'emprunt. Mais en même temps, on a augmenté de 96% notre patrimoine. Ce qui veut vraiment dire que nos activités, finalement, ont été génératrices de trésorerie. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu les fonds associatifs. Alors, c'est quoi les fonds associatifs ? Pour essayer de faire le plus simple possible, on va dire que c'est d'où vient l'argent qui vous a servi à acquérir tout ce que vous avez. Voilà, c'est ça, les fonds associatifs. En gros, c'est vous avez un centre en propre, un bâtiment. Bah, ce bâtiment, il a été acquis grâce à des collectes antérieures, et du coup, c'est des fonds propres. C'est tout ce qui n'est pas financé par. C'est les excédents. Voilà. Ça peut être les excédents que vous avez générés au fur et à mesure du temps. C'est le cumul des excédents. C'est le cumul, voilà. Le cumul. C'est le cumul des excédents qui a permis de financer vos projets. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a une évolution d'environ 36% des fonds associatifs depuis 10 ans. On voit un petit décrochage sur 2020, mais ce n'est pas un vrai décrochage. On a une baisse de 62 millions qui est liée en fait à on a une réforme comptable qui nous impose de présenter différemment nos comptes. Donc il y a une partie finalement de ce qu'on mettait avant en fonds associatifs qu'on a reclassé en fonds dédiés parce que c'est plus des fonds dédiés, ça correspond plus à une réalité qu'à des fonds propres. Du coup, on a l'impression qu'il y a une baisse, mais il n'y a pas vraiment de baisse. Mais si on regarde les 467 millions que composent nos fonds associatifs, donc, on en a une partie qui nous appartient réellement en propre et une partie qui est finalement sous contrôle de nos tutelles et qui n'est pas à nous, en fait. On a 80 millions, quoi, en gros, qui sont en fonds associatifs propres. Le reste est sous contrôle des tiers. Donc, c'est-à-dire que demain, on vous enlève l'établissement, ça disparaît, quoi. Donc, une règle, on ne perd pas un établissement au PEP. Il faut que la solidarité interne se manifeste au fur et à mesure pour ne pas laisser partir effectivement cette richesse d'activité et cette capacité à agir selon nos missions. Voilà. Alors après, quand on regarde qui participe à ces fonds associatifs, c'est intéressant de regarder les associations, quel poids elles représentent chacune dans ces fonds associatifs. Donc quand on regarde le poids des associations sur la totalité des fonds propres, donc sur les 460 millions, on va avoir en numéro 1 CBFC, qui détient finalement 5,92% de ces fonds associatifs. On va dire que, pour faire une comparaison pas terrible, mais je vais la faire quand même, si on était une société, une société classique, ce serait une détention de capital. Voilà. Donc 5,92%, 4,24%, je ne vois même plus d'ici, Seine-Maritime qui est là-bas. Et si on regarde là par contre sans droit de reprise, c'est-à-dire si on regarde la détention de fonds associatifs sur ce qui est réellement en propre, là on a un classement qui est différent. On a toujours CBFC qui est 11%, on a 10% pour l'Hérault et... je vois plus rien. Et on retrouve la fédération dans la liste. Qui est 3e. Voilà, la Corrèze numéro 4.
Et ce classement-là, je l'ai fait en plus... On n'a pas mis tout le monde, mais en fait, on a vous l'avez pour toutes les associations qui détiennent plus de 1%. C'est le classement est dedans. Comme ça, vous pouvez voir à peu près où chacun se situe. C'est une petite information intéressante. Oui, c'est là-dedans, madame. Alors la page, madame Hamoudi. S'il vous plaît. Connais pas par Alors cœur on a toutes dit les que c'était un pages. exercice aussi, cet atelier de manipulation de la plaquette. Pour que vous l'ayez bien en main et que vous Alors, c'est sachiez page où 32. chercher. Hein, Page voilà. 32. Après, Voilà. vous allez corder les pages, tout Page ça. C'est un outil de 32. travail, décidé. Eh ben, j'ai perdu le... La présidente a Non, posé j'ai la perdu question. Il cherche. Ouais, j'ai perdu la zapette. T'as pas ta zapette? J'ai fait tomber la zapette. Pascal, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Oui, mais je l'ai perdu. Perdu la zapette. Et il n'y a plus de zapette. Eh ben on est bloqué. Excusez-moi. Elle est la passe zapette devant est toi parce que partie. par terre. Ah, ça y est. Elle est sous Madame Gillot. Elle est derrière Madame Gillot, faut être précis. Voilà, on va y arriver. C'est bon? Voilà. Merci Pascal. Non, bah, après, moi, je crois que j'ai fini, non? Non? J'ai fini? Ah, bah, c'est tout? D'accord. Non mais on te cherchait la page de revue. Je reviens en arrière. Je Après reviens en c'est de arrière. commissaire au compte. Ah, ben non, j'ai pas fini. Ah voilà, t'as été trop vite, t'as été perturbé. C'est trop vite. Donc maintenant, si on regarde le résultat. Donc, si on regarde le résultat, en fait, si on prend toutes les associations, on compile leurs résultats, on arrive en gros à 23 millions de résultats sur 2020, ce qui est pas mal. Hein. On fait, nous, pour avoir le résultat combiné, on fait un certain nombre de retraitements. C'est-à-dire qu'on va aller regarder si une association n'a pas passé ses engagements retraite, ben nous, on est obligé de le faire. C'est pour ça qu'on vous embête avec les fichiers des engagements, etc. On va passer ces écritures-là. Donc, on va faire un certain nombre de retraitements. On va aussi éliminer les opérations internes. Donc, quand une association en facture des prestations à une autre, par exemple, eh bien, on va falloir éliminer ces flux-là. Et donc, les flux d'élimination interne, donc, sur 2020, on est à 13 millions. Il y a 10 ans, on était à 21 millions. C'est normal que ce soit en baisse sur 2020 parce que c'est essentiellement ces flux-là, les flux de facturation sur le secteur vacances, donc les facturations du secteur vacances d'une association à l'autre, hein, le placement, tout ce qui est placement vacances. Et comme on en a eu beaucoup moins, bah forcément, en 2020, on a une baisse significative. De l'autre côté, on a, comme on n'est qu'une seule entité, on n'a plus de dette ni de créance vis-à-vis de ses collègues. Donc, tout ça, ça s'élimine. Et au 31 décembre 2020, le volume de ce que devait le réseau PEP au réseau PEP, c'est 6 millions. 6 millions d'euros. Voilà, donc c'est le réseau PEP avec le réseau PEP, en fait, ça. Alors, ce qui est intéressant aussi d'avoir ce volume-là, hein, et ça c'est quelque chose aussi qui chaque année nous importe d'identifier cette problématique-là, c'est d'éviter les effets dominos. S'il y a une structure qui n'arrive pas à payer, etc., l'impact sur le réseau est de combien, etc. Donc ça, nous, on est capable, effectivement, grâce à la combinaison des comptes, d'identifier ce niveau de risque-là de manière annuelle et préventive. Donc, quand on voit des choses qui se cumulent pendant 1 an ou 2 ans, c'est un élément aussi d'alerte pour nous sur la situation financière. Par ailleurs, la combinaison, ça nous permet aussi, par rapport au tout travail de remontée de données, parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas comptabilisé de la même manière entre les associations dans la circularisation. Et donc là aussi, il y a un travail de l'équipe au niveau du siège pour alerter les associations en disant c'est bizarre, toi tu dis ça et l'autre il dit ça, mais c'est la même facture. Donc là, il y a un truc quand même qui va peut-être pas. Donc il y a des petites corrections. Donc c'est aussi une amélioration des données financières pour les associations que ce travail produit. Voilà, donc ensuite sur ces 28 millions de produits sur 2020, sur ces 28 millions de produits sur 2020, quand on les regarde plus en détail, on a en fait une déclinaison de ces 28 millions, c'est plutôt 43 millions d'excédents sur le secteur PSM2S,
une perte de 915 000 € sur les PESP, une grosse perte de 5,3 millions sur les PEVLC et un non financé sur le secteur propre de 8,9 millions. Je dis non financé parce que c'est essentiellement des frais de siège non affectés qui se retrouvent dans cette partie qu'on appelle secteur propre restant finalement. Quand on regarde, toutefois, quand on regarde la répartition en fait, des associations qui sont déficitaires et qu'on le regarde sur 3 ans, là je ne suis pas remontée très très loin, je suis remontée sur 3 ans, c'est déjà pas mal. On avait en 2018 43% d'associations déficitaires. En 2020, on en a 31%. Donc on en a moins qui sont déficitaires. Curieusement, alors même qu'on était en crise sanitaire, il y a eu quand même quelques effets d'aubaine, il faut se le dire, hein, sur le réseau, sur notamment les aides Covid. Et il y a des associations qui ont été, gagnantes sur ce volet-là. Sur le fait que il y avait pas la crise sanitaire a eu un effet positif. Donc parce qu'elles ont eu les aides de l'État, elles ont bien géré, finalement, les associations qui ont bien géré la crise sanitaire, qui ont utilisé le chômage partiel à bon escient, qui ont eu recours au fonds de solidarité et qui ont en même temps eu recours notamment sur le PEVLC ou à tous les dispositifs qui ont été mis en place, on a des associations qui, pour la première fois, sont excédentaires. Enfin, on a quelques-unes comme ça où on avait fait le constat, se dire waouh, cette association-là, voilà, sur la partie, on va dire, chiffres clés rapides. Donc je vais passer la parole à nos commissaires aux comptes pour la suite. Alors, on va essayer de vous présenter un peu nos travaux. Juste rappeler peut-être en amont que le rôle des commissaires aux comptes de la fédération dans ce cadre-là, c'est de s'assurer que les comptes combinés qui sont présentés sont réguliers et sincères et donc présentent une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'ensemble combiné. Et donc, pour réaliser ces travaux, on avait mis en place il y a une dizaine d'années un process. Alors je regarde André parce qu'on l'a quand même mûrement réfléchi avant de le présenter à l'ensemble des membres du réseau. Mais donc l'idée, c'était qu'il y ait 2 flux parallèles. Donc sur la gauche, vous avez finalement le flux classique qui a été mis en place et piloté par la fédération et les associations, qui consistait à ce que vous, associations, remontez un package, c'est-à-dire des états financiers qui sont globalement ceux qui seront approuvés par vos instances et que donc cette liasse de combinaison soit remontée à la fédération pour qu'elle puisse être finalement compilée puis retraitée pour in fine ressortir les comptes combinés. Et puis parallèlement à ce processus, avec ma consoeur, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a envoyé des instructions à nos confrères commissaires aux comptes en leur demandant de nous donner un certain nombre d'informations sur les associations pour qu'on ait la capacité d'identifier des risques et que, in fine, on ait l'assurance que les comptes qui nous sont remontés soient sincères pour qu'on puisse émettre notre opinion. Et dès le début, on s'est dit, pour que le process soit le plus fluide possible, on évitera, d'où les flèches croisées, les sens interdits, pour que finalement, on ait une communication fluide et qu'il n'y ait pas d'intrusion dans tous les sens, et que finalement, que chacun travaille avec ses interlocuteurs pour que le processus soit le plus fluide possible. Et puis, ce processus a plutôt bien marché. Alors, il a été un peu difficile à mettre en place au début, que ce soit la partie gauche ou la partie droite. Mais au fur et à mesure des années, on a construit une relation de confiance, je pense, de part et d'autre. Alors, vous l'aviez déjà avec la fédération, vous, association. Mais nous, on partait de zéro. Et donc, je profite aussi de ce moment pour remercier nos confrères. Sachant que, évidemment, nous, sans la remontée de leurs instructions d'audit, des instructions qu'on avait communiquées, c'était compliqué de se forger une opinion.
Et donc, le dialogue un peu bilatéral qu'il pouvait y avoir entre les commissaires aux comptes, vos commissaires aux comptes et vos entités, on a eu le même, nous, entre la fédération et nous-mêmes, pour justement s'assurer que finalement les données qui étaient remontées de part et d'autre étaient bien les mêmes déjà, et qu'on comprenait globalement la même chose et que tous les risques avaient été anticipés. Aujourd'hui, et je vais parler juste de façon un tout petit peu prospective, on est en réflexion pour ôter ce sens interdit, dans le sens où on est arrivé à un niveau de maturité qui est aussi assez satisfaisant de part et d'autre. Et l'idée, c'est qu'on avait commencé à le faire avant la crise Covid. On a eu l'occasion finalement de nous, commissaires aux comptes de la fédération, de rencontrer nos confrères et les associations sur quelques associations qu'on avait choisies pour partager finalement leurs problématiques, les nôtres, et finalement arriver à ce que chacun finalement comprenne les problématiques de chacun et qu'on puisse avoir une vision claire finalement des comptes des entités qui sont certifiées et par nos confrères et par nous, et que les attentes soient vraiment partagées. Et donc, la crise Covid a quand même mis un peu de frein là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment qu'à terme, on ait la capacité d'aller visiter des associations avec nos confrères pour qu'on puisse partager sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Le slide suivant. J'ai pas la... Et dans les visites qu'on a pu réaliser, peut-être ajouter, effectivement, c'est les commissaires aux comptes qui rencontraient les commissaires aux comptes et avec les exécutifs, avec la fédération aussi, c'est ça, qui était présente. C'était presque un travail à quatre mains. Ouais, à quatre mains, on se mettait autour d'une table et on essayait de poser les problématiques, et puis peut-être aussi que nos regards extérieurs aussi permettaient aussi une mise en débat avec les équipes de technique et de gouvernance politique sur ces questions-là. C'était assez enrichissant, c'est vrai. Du coup, pour juste retracer très rapidement en fait le processus de combinaison et comment on intervient. Alors, ce qu'on fait, c'est que évidemment, chaque année, on établit des instructions d'audit à l'attention de nos confrères, qu'on modifie chaque année en fonction un peu des textes, et des actualités. Farida en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un nouveau règlement comptable de l'autorité des normes comptables qui était à l'attention des associations l'année passée, sur les comptes 2020. Donc spécifiquement ce point-là, on l'a adressé à nos confrères pour leur demander de nous indiquer comment avaient été retracés et comptabilisés les nouveaux éléments de ce règlement pour qu'on en prenne connaissance. Et du coup, on leur envoie les instructions et ils nous renvoient finalement les comptes qu'ils ont pu certifier avec un certain nombre de documents, des notes de synthèse, des conclusions pour comprendre quelle a été leur approche et si, in fine, on peut s'appuyer sur les conclusions qui ont été remontées. Peut-être un point, Olivier, je t'interromps. Sur la réforme, on avait fait une réunion avec tous les comptables, les DAF, RAF du réseau pour justement présenter la réforme, et on avait mis à jour le guide d'arrêté des comptes PEP avec cette mise à jour aussi. Donc c'est un élément qu'on a. Ouais, il faut qu'on accélère. D'accord, on va accélérer. Très bien. J'accélère. Donc, au niveau des comptes combinés, vous dire qu'effectivement, on regarde les comptes qui ont été repris. Et une fois qu'on a finalement cette donnée d'entrée qu'on valide, on va valider tous les retraitements qui seront opérés, donc l'élimination des flux entre les associations, les engagements de départ à la retraite, les réévaluations, etc. Et on s'assure que ces retraitements sont correctement comptabilisés et sont appropriés, ce qui, in fine, nous permet de communiquer une opinion sur les comptes consolidés et qui, in fine, est remis après au ministère dans le cadre de la CPO. Voilà pour notre rôle et comment aujourd'hui comment nos travaux se déroulent. Alors, pour compléter les propos d'Olivier, simplement aussi vous rappeler que notre audit repose sur une approche sur les risques qui nous amène donc chaque année à réaliser une cartographie du réseau basée sur un fléchage de 2 critères, des risques financiers et des risques de gouvernance. Alors je dis bien, c'est
et ces risques financiers et risques de gouvernance, puisqu'on peut avoir par exemple un exemple d'une association qui sur le plan financier se porte parfaitement bien, mais qui dans notre analyse de risque peut se voir avec une cotation moins élevée parce qu'il peut y avoir dans cette même structure un risque de gouvernance. Donc c'est vraiment la compilation de ces deux notions de risque qui nous permettent de réaliser cette cartographie. Alors, pour être un peu plus précis, qu'est-ce qu'un risque financier ? Donc, dans le cadre de nos diligences, on va regarder l'analyse des ratios d'autonomie financière. Alors, c'est un peu barbare comme titre. Ça se repose beaucoup sur l'analyse bancaire également, à savoir l'autonomie financière, c'est le poids de vos dettes, de vos emprunts souscrits auprès des organismes bancaires par rapport à vos ressources, par rapport à vos fonds associatifs. On va également regarder l'équilibre financier par secteur d'activité pour aussi s'assurer du principe d'indépendance de l'utilisation de votre trésorerie par fléchage, par chaque activité réalisée dans chaque structure. On va aussi regarder l'analyse des fonds associatifs, comme Farida vous le faisiez voir tout à l'heure dans le cadre de la combinaison. Les fonds associatifs, on a des fonds avec et sans droit de reprise. Ça donne forcément aussi une autre analyse de vos fonds associatifs. On va regarder le poids de la trésorerie. Alors le poids de la trésorerie, c'est surtout regarder la trésorerie excédentaire. Parce que dans votre trésorerie, forcément, ça tourne, hein, ça monte, ça descend quotidiennement. Et on va regarder, une fois tout payé, tout encaissé, ce qui reste réellement trésorerie dans votre structure. Et puis, on va regarder l'évolution des produits d'exploitation. C'est tout simplement la traduction de l'évolution de votre activité. Sur l'approche des risques de gouvernance, on a une analyse, et là, on se conforte aussi des travaux de nos confrères qui nous redonnent et qui nous remontent des informations dans le cadre des instructions d'audit sur la vision stratégique de vos projets, du projet associatif que vous déployez dans chacune de vos associations. Et aussi, on va regarder si, en fonction de ce projet associatif, il y a une adéquation avec les compétences internes. On peut avoir, les plus beaux projets, si l'organisation n'est pas structurée, eh bien forcément, à un moment donné, on aura une conséquence sur la partie financière. Donc ça, c'est analysé. Et puis aussi, on va regarder dans la gouvernance l'implication des élus, des membres du conseil d'administration, et puis de toute l'intégralité des services supports. On se rend compte que des transmissions de postes, des départs non préparés peuvent des fois produire certaines catastrophes sur le plan de la gouvernance. Donc tout ça, ce sont des critères plutôt subjectifs sur les risques de gouvernance, mais qui nous confortent en fin de compte dans notre approche de risque et donc dans l'appréciation des risques du réseau. Alors on a été plus loin, et je vais laisser la parole à Élodie, puisque sur la partie des risques, on a été regarder l'évolution des risques depuis 2015 que l'on effectue ce travail jusqu'à 2020. Élodie, je te laisse la main. Donc effectivement, pour faire l'anniversaire de la combinaison, on a choisi de vous présenter l'évolution des risques, de la cartographie des risques, en séparant les associations en trois par rapport à leurs produits d'exploitation. Donc sur cette première slide, on a effectivement la cartographie des risques des entités pour les associations qui ont des produits qui sont inférieurs à 3 millions d'euros. Donc là, on parle des associations qui sont un petit peu plus petites, mais on peut quand même en tirer des enseignements. On voit qu'entre 2015 et 2020, la part des associations qui étaient en risque élevé a beaucoup diminué. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'a dit tout à l'heure Farida par rapport à l'année 2020 et les opportunités. Mais on voit quand même que sur ces associations-là, la part des risques élevés a fortement diminué. Alors, je vais essayer du coup de ne pas faire de redite. Comment on peut l'analyser ? On peut l'analyser. On peut l'analyser en voyant que celles qui sont passées d'un risque élevé à un risque faible, c'est parce qu'il y a eu notamment un travail sur la rentabilité des secteurs PEVLC et qu'il y a eu des fermetures de centres, comme on l'a vu tout à l'heure, qui étaient éventuellement les moins rentables.
certaines parfois sont passées de risque faible à risque moyen. Et là, on retourne avec cette année 2020 qui est une année de comparaison qui n'est pas normale. Et donc, on a quand même pu constater en 2020 que certaines sont devenues orange, mais du fait justement du contexte Covid. Et donc, en 2021, enfin 2022 notamment, on retrouvera plus, ce sera plus normal. Voilà. Donc, au niveau des associations, on pourrait dire moyennes, celles qui ont entre 3 millions de produits d'exploitation et 10 millions. Alors là, en 5 ans, on voit que finalement, la part des associations qui étaient à risque moyen a nettement diminué. Elles sont clairement devenues faibles au niveau du risque. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, juste sur les petits graphiques, on peut remarquer qu'en fait, au niveau du résultat, donc le tableau qui est plutôt à droite, le graphique qui est à droite, en fait, celles qui ont un risque faible ont un résultat qui, globalement, a nettement progressé en 5 ans, même si au niveau des produits d'exploitation, les produits ont progressé, mais en moins forte proportion. Et puis, il y a quand même beaucoup moins de produits d'exploitation à risque élevé pour les associations dites moyennes. Donc, au niveau des explications, ce sont principalement, cette catégorie d'associations sont surtout en fait des associations qui ont des activités PEVLC et PESP et un petit peu de SMS, mais qui n'est pas forcément majoritaire. Donc là-dessus, pour s'améliorer, il y a eu vraiment un travail de rentabilité comme pour les associations plus petites au niveau des activités PEVLC. Et puis pour celles qui ont du SMS, une sécurisation de la trésorerie avec les CEPOM et la restructuration. Donc, je vais terminer avec la cartographie des associations qui ont des produits d'exploitation supérieurs à 10 millions d'euros, où là, on voit que l'évolution il y a eu moins d'évolution en réalité. La cartographie entre 2015 et 2020 est plutôt plus stable, en fait, que sur les autres parties. Alors, comment on peut l'analyser ? Puisque ce sont là pour le coup des associations qui sont principalement gestionnaires d'établissements SMS. Donc les risques élevés à risque faible ont été l'objet de la sécurisation du financement des activités SMS, puisqu'il y a des CEPOM qui ont été généralisés dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements médico-sociaux. Et puis, il y a aussi un effet conjoncturel, on y revient aussi, en 2020 sur ces activités du fait du maintien des dotations et de l'obtention de CNR compensant les surcoûts Covid. Merci. Donc, juste pour finaliser, en fait, vous dire deux choses. Le point, alors effectivement, on note une amélioration entre 2015 et 2020. Donc ça, c'est effectivement avec un petit effet d'aubaine quand même sur 2020. Néanmoins, je pense que le point aussi est de se dire que ces travaux, et on a pu les corroborer avec les échanges qu'on peut avoir avec la fédération, ont aussi mis en lumière des difficultés aussi qui peuvent être importantes et qui pouvaient aussi, avec des associations qui pouvaient déraper aussi assez vite. Et que du coup, ça rejoint effectivement la motion qui a été présentée et qui a été validée en Assemblée Générale au Havre, qui est de dire à un moment, voilà, on utilise cet outil, et cet outil permet de mieux connaître le réseau, il faut l'utiliser davantage, parce qu'il permet d'identifier des situations à risque. De notre côté de commissaire aux comptes, on a encore une réserve sur tout ce qui est provision, parce que aujourd'hui, on essaie d'avoir une vision encore plus précise sur ce poste. Et donc, on a besoin de vous et de nos confrères pour essayer de lever cette réserve. Donc, plus de communication. Et puis, peut-être juste terminer en se disant que c'est aussi la première brique d'un processus qui est plus général. On parle beaucoup de RSE en ce moment. Et qu'à terme, il faudra être aussi en capacité de produire tout un tas d'autres informations. Et que la combinaison n'est jamais la première brique de l'information, des informations à communiquer à terme pour tout ce qui est évidemment risques environnementaux, tout ce qui est social, sociétal. Et donc ce process de remontée d'informations, il est financier, il permet d'identifier des problématiques, mais aussi il peut être une vraie première marche
pour la suite et pour la communication de données beaucoup plus générales qui seront, à mon avis, très importantes auprès de vos financeurs, mais aussi auprès, finalement, de vos fournisseurs, des bénévoles, de tout l'environnement qui gravite autour des PEP, à mon sens. Voilà. Non, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations, etc., qu'il fallait partager de manière importante. Donc peut-être un temps, vous est proposé de questionnement sur des choses qui ont été dites appropriées et peut-être aussi des éléments de réflexion sur comment vous pourriez l'utiliser de manière utile aussi pour identifier vos risques, toutes ces actions qui sont nécessaires pour qu'on sécurise et qu'on rende opérationnelle la motion. On pourrait peut-être la remettre à l'écran. C'était un des premiers slides. Farida, tu as le numéro du slide, s'il te plaît, pour que Pascal la réaffiche, parce que là, il faut qu'on rende opérationnelle effectivement cette dimension ensemble sur ces bases-là. Peut-être aussi des éléments de frein que vous avez identifiés dans la mise en œuvre possible de cette résolution. En tout cas, vous avez la parole sur ces questions. Ils sont assommés par les informations, dit la présidente. Et puis, je rajouterais aussi peut-être, ce serait bien, si c'est possible, qu'on puisse répondre aux questionnements. Oui, sur les 3 engagements. Ouais. Voilà. On va laisser. Merci. Je voulais juste dire une chose qui n'est pas contraire à ce qui est indiqué comme objectif, etc., mais qui me semble important, c'est-à-dire que ce document qui est produit tous les ans, c'est quand même un document à essayer, si on en a le temps, le loisir, la passion, de mettre en relation avec le rapport d'activité. Et je trouve que les 2 documents en rapport d'activité pour une année, par exemple de 2020, mettre en rapport avec ce rapport d'activité, excusez-moi, des éléments qui sont dans la combinaison des comptes, ça me semble extrêmement important. Alors ça ne remet pas du tout en cause, bien sûr, les objectifs qui sont là, mais c'est aussi quelque chose qui me semble important et à valoriser par rapport à ces doubles documents qu'on reçoit maintenant depuis quelques années, de nombreuses années, rapport d'activité et rapport de la combinaison des comptes. C'est la traduction fidèle des activités qui sont menées dans le réseau. Question de temporalité, donc c'est une difficulté que j'évoquais tout à l'heure. Après, effectivement, par rapport au travail que vous pouvez mener aussi au niveau local d'analyse de vos activités, de l'évolution de vos activités par rapport au reste du réseau, c'est vrai que prendre les 2 axes, rapport d'activité et combinaison des comptes, même si c'est différé, ça peut aussi avoir un intérêt pour la réflexion des membres du conseil d'administration, par exemple. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'en termes de réalisation d'un seul produit, on est à N-1 dans l'un et l'autre, c'est juste 6 mois après, quoi. Donc, parce qu'il y a des obligations légales de restitution, c'est compliqué. Derrière, j'ai vu des mains bouger. Voilà, Jean-Marc. Merci déjà pour cette présentation très intéressante. C'est un gros boulot pour la fédération, c'est aussi un gros boulot pour les associations, ça a été dit. On prend le pari aujourd'hui que dans 10 ans, on a les outils communs qui nous permettent de plus utiliser les liasses Excel, par exemple. Est-ce qu'on peut se dire ça dans 10 ans ? En tout cas, piste d'action, c'est bien. Et dans la piste d'action, elle est déjà un peu en route, parce que je rappelle aussi qu'à l'Assemblée générale du Havre, nous avons une motion sur l'interopérabilité des systèmes d'information, bien sûr. Mais n'oublions pas qu'un système d'information, ça se construit. Donc il va falloir que dans l'année, puisqu'on doit faire un schéma directeur pour le prochain projet fédéral, parce que là aussi on a bien vu l'évolution avec les 3 axes, les 3 secteurs d'activité qui étaient posés, qui ont un impact, la structuration de nos financements et de la présentation de la combinaison des comptes. Il va falloir qu'on fasse ce travail-là aussi en termes d'indicateurs, ce qu'on veut ressortir de ce système d'information pour le construire tout autant que l'outil pour le faire d'interopérabilité. Il faut voir aussi comment on construit les indicateurs de suivi, et y compris de risque,
qu'on a pu identifier, qu'on puisse mieux les partager. Donc voilà. Donc normalement, au mois de juin prochain, donc sachez pour un titre d'information que nous avons lancé la consultation de techniciens en ingénierie, comment informatique, etc., pour faire un diagnostic de nos systèmes d'information à l'échelle nationale, pour pouvoir produire un schéma directeur pour le mois de juin à l'Assemblée générale de Dunkerque, là, qui va arriver incessamment sous peu, en parallèle de l'élaboration de notre 6e projet. Donc c'est un programme ambitieux pour l'année, et c'est pour ça que Farida pointait, faut aussi, et on commence déjà là à les faire émerger au travers des échanges. Effectivement, il faut qu'on ait des axes de travail un peu privilégiés sur ce 6e projet. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Est-ce que la question de la sécurisation du réseau, est-ce que la question de la solidarité interne renforcée est traitée, et comment dans ce projet fédéral? Je pense que c'est quelque chose qui ressort un peu des dynamiques actuelles, mais comment le faire, c'est aussi important, de la même manière que le schéma directeur sera un des éléments piliers de la mise en œuvre et un nouvel outil structurant, on va dire, comme l'a été la combinaison toute seule, parce que ça doit être plus complexe. On le voit bien qu'on a la question de l'attractivité des métiers, on voit bien qu'il y a la question de GPEC, on voit bien qu'on a aussi la question de l'information financière et de la circulation de l'information entre nous, qu'il faut qu'on règle par-delà la professionnalisation qui est aussi pointée dans ce travail-là. Donc oui, on a du pain sur la planche pour l'année, et comme nous sommes qu'au début de l'année scolaire, pour d'ici le mois de juin, je pense que ça préfigure bien le travail qu'on a à mener. André Lafargue. Pardon, j'ai pas vu monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui, je voudrais rebondir sur la combinaison des comptes, parce que alors, il faut un outil, donc j'en conviens, mais c'est vrai que la combinaison des comptes, c'est sous Excel, donc il faut se dire que dans toutes nos associations, c'est assez chronophage, parce qu'il faut retirer toutes les données. Alors quand vous avez un secteur, nous sommes vous êtes de quelle association? Excusez-moi, c'est les 34. Donc nous on a tout, on a le secteur casse vacances loisirs, on a les 3 conventions. Donc il faut un outil, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un outil un peu plus automatisé, parce qu'Excel c'est bien, mais je veux dire on doit tout ressaisir à la main. Donc ce qui est, alors après vous, je sais bien qu'il y a un travail important de retraitement, parce que on est qu'au début du processus, mais c'est vrai que pour les associations qui sont les nôtres, c'est assez chronophage. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Deuxième point, c'est que on est dans une société où on veut de plus en plus d'informations, mais il faut des petites mains pour saisir toutes ces informations. Donc, moi, j'aimerais que dans le futur, puisque ça va évoluer, je suppose, et aussi les services financiers soient aussi mis dans la boucle pour nous dire nos contraintes par rapport aux attentes aussi des conseils d'administration. Ils l'ont été, c'est vrai que les groupes de travail, DAF, etc., ont été réunis de manière régulière sur ces questions-là pour accompagner la mise en œuvre. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, il faut peut-être qu'on fasse un point pour l'avenir et avec l'évolution de nouveaux projets fédéraux. Et c'est l'objet de cette réunion là. Voilà. Donc ça, c'est aussi comment faire circuler l'information entre nous de manière plus fluide, sur y compris les dimensions techniques. On a bien vu qu'il y a des dimensions techniques à cette combinaison des comptes. Tout à fait. Alors, Béatrice, ensuite j'ai vu par laquelle ça bougeait André Lafargue qui a demandé la parole, et j'ai vu encore quelqu'un bouger, excusez-moi, mais j'ai été perturbée. Mon interrogation était au niveau des signaux d'alerte qu'on peut avoir au niveau d'une association qui vacille. Et le temps de réaction, c'est quelque chose qui m'inquiète. La question est inquiétante. Déjà qu'on voit une association vaciller déjà, donc le temps de délai, c'est vrai que jusqu'alors, lorsqu'on avait des signaux conjoints de part et d'autre, comme l'a évoqué tout à l'heure notre commissaire au compte, on prend attache avec le président, avec le DG. Enfin bon, on essaye de Mais c'est vrai que en face, souvent, on nous oppose non, mais ça va, voilà, ça va toujours. C'est marrant. Voilà. Alors après, nous, on leur dit non, mais objectivement, nous voit bien qu'il y a quelque chose de bizarre, mais pourquoi, quoi? Enfin, faites attention. Enfin, voilà, on est un peu dans le conseil comme ça, un peu vite, puisqu'on n'a pas d'autorité, donc on n'a pas d'autorité. Et donc, d'où les débats en Assemblée générale qui a amené à l'adoption
parce que c'est pas qu'une motion qui est présentée, ça c'est une motion qui a été adoptée à quasiment à 100%, celle-ci, en disant non mais il faut que collectivement on dise que quand ce soit la fédération, sur des bases objectivées dans la combinaison des comptes, pas de manière théorique, genre tiens nous on va aller voir ça, pas du tout. Là on se pose des questions, est-ce qu'on peut se poser les questions ensemble, hein, je crois que c'est ça aussi l'enjeu pour qu'on puisse se saisir conjointement du problème et ne pas le nier. Voilà, parce que sinon après ça devient trop tard souvent, on l'a vu, et si on peut éviter les administrations déléguées, je serai la première partante. Parce que en fait c'est ça, c'est que là on voit qu'on a l'analyse qui a été faite, bon, c'est à partir c'est une extraction et une réflexion sur la combinaison des comptes 2020, donc on est en 2022, on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien dans certaines associations en 2020, il va encore se passer une année. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des associations qui étaient en grande difficulté et qui demandaient, après qu'on ait vu, on a vu 3 ans en arrière, qu'il y avait des difficultés. Voilà. Donc c'est l'idée de partager cette information avec la méthodologie d'analyse qui vient de vous être présentée, c'est d'aller plus vite. Mais ceci dit, on sera toujours avec 2 ans de retard. Hein, voilà. Au moins une année de retard. Donc il faut qu'on soit conscient que ça sera un progrès, que ce progrès il va reposer essentiellement sur la transparence et la sincérité du dialogue qu'on pourra avoir avec les associations, mais que les associations pourront avoir aussi avec la fédération, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit la fédération qui descend, la fédération qui dit, la fédération qui fait la remarque, les commissaires aux comptes fédéraux qui font des remarques. C'est quand même un travail collectif d'appropriation des indicateurs pour que le réseau aille le mieux possible. Je me permets, et je peux compléter, puisque ce qui est écrit aussi dans votre résolution, reconnaître la qualité des informations financières au regard du principe de transparence et de co-responsabilité, la mission de vos commissaires aux comptes locaux intégrera cette dimension. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de réactivité, vos commissaires aux comptes peuvent discuter avec nous. Enfin, je veux dire, et nous remonter l'information. C'est ce qui a aussi, et ce qui permettrait aussi d'être plus réactif. Donc, tout ça, ce sont des pas à mener tous ensemble en commun pour essayer d'atteindre l'objectif. Alors, pour avoir été là il y a une dizaine d'années, je dis chapeau pour le boulot qui a été fait depuis 10 ans par le réseau, par tout le réseau. La combinaison des comptes, telle qu'on la concevait à l'époque, c'était un outil de communication, un outil de connaissance et un outil de compréhension réciproque. Et en filigrane, il y avait cette idée que nous appartenions tous à un grand groupe. Et que quand on allait au ministère ou quand on allait à la caisse de dépôt et qu'on disait, bah écoutez, à l'époque on représentait 600 millions, ces gens-là nous disaient, ben, je vous en prie, asseyez-vous. Or, je crois que c'est le collectif qui peut aider individuellement chaque association. C'est le collectif qui est supérieur à l'individualisme. J'ouvre juste une parenthèse. Regardez ce qui arrive aux Anglais ayant quitté l'Europe. Le collectif est important et il faut le préserver et il faut continuer à travailler. Alors j'ai 2 remarques à faire à propos de ça, puisqu'il y a des pistes d'action à donner. J'en vois 2 que je voyais déjà il y a quelques années. Un, le patrimoine. C'est simple, 700 millions, un peu plus de 700 millions dans le bilan consolidé. Et ce patrimoine-là, peut-être qu'il est maintenant en danger du fait du contexte économique, du contexte écologique, peut-être aussi des tendances des financeurs à ne plus vouloir systématiquement financer des investissements, mais préférer du service à domicile, de l'hospitalisation à domicile, des choses comme ça, où ils ne prennent pas en charge le patrimoine. Et le deuxième point, c'est la fonction employeur.
à marche forcée, aujourd'hui, le gouvernement oblige les représentants, si je puis dire, ou les signataires des conventions collectives 51 et 66 à concevoir une seule convention collective. Alors pour les anciens, j'ai le souvenir, dans les années 75, d'entendre déjà parler d'une seule convention collective. Finalement, entre nous, on disait c'est l'Arlésienne, on ne la verra pas. Maintenant, le gouvernement dit c'est maintenant ou jamais. Et il faudra y passer. Et là, il y a un travail important, et un travail important à travers la combinaison des comptes, mais peut-être la base de données économiques et sociales, pour mieux connaître nos 21 ou 24 000 salariés. Et puis 2 points qui me font souci, qui ont été évoqués, c'est d'une part, ou pas évoqués, mais que j'ai lus, les dépenses refusées par les autorités de contrôle. Je rappelle que les dépenses refusées par les autorités de contrôle, elles impactent le secteur propre. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, ce que vous avez appelé les dépenses de sièges refusés, là, voilà, ça aussi, il faudrait le regarder, quoi. Mais sinon, ben, chapeau pour le travail que vous avez fait tous ensemble. De travail, défi également pour le prochain projet fédéral et puis mise en œuvre de cette résolution. Ça vous semble faisable qu'on arrive à ce stade d'évolution de la combinaison des comptes et d'utilisation conjointe finalement? Peut-être faudra-t-il qu'on travaille sur des outils de communication plus spécifiques pour chaque association en termes de restitution ou d'alerte. Enfin, il y a quand même quelques éléments peut-être à revoir dans ce cadre-là qu'il nous faudra travailler avec des groupes de travail. Je sais. Donc, est-ce qu'il y a... Non, c'est bon, on part là-dessus, plus les pistes qui ont été évoquées là. Naturellement, si vous en avez d'autres, on les élaborera. Je vous rappelle que c'est une première étape de l'élaboration du 6e projet avec votre participation collective, quelle que soit votre fonction. On sera amené à se revoir tout au long de l'année et à mettre en place des groupes de travail sur chacune des dimensions pour produire des axes et des actions opérationnelles dans ce projet fédéral pour pas qu'il soit vide. Loin de là, je crois qu'il y a beaucoup trop d'enjeux à relever. On tient à vous remercier d'avoir participé. Je vais passer la parole à la présidente. Juste avant, peut-être un mot. C'est les 10 ans de la combinaison des comptes, donc on a pensé quand même à faire un petit cocktail pour les personnes qui ont participé à cela. On va fêter les 10 ans et vous avez des cadeaux qui vous sont offerts parce que c'est le réseau qui a fait la combinaison des comptes tout autant que nos équipes. Et comme on a pensé que c'était pour des DAF, des DG et des présidents un peu stressés quand on parle de finances, vous verrez, c'est pour vous détendre. Voilà, mais utile pour le travail nécessairement. Voilà. Et on se retrouve donc pour le cocktail salle Louis Ville. Voilà. Oui, maintenant, spécialement pour les 10 ans. C'est pas très très long, mais on a voulu marquer le coup quand même.